J'en ai marre de cette vie. Le monde est pourri. Les criminels agissent sans peur, la justice est aveugle. Et personne ne fait rien. Chaque jour, je vois des coupables s'en sortir, des innocents souffrir. Je suis là, impuissant. J'en ai marre de cette vie. Hein? C'est quoi ce truc-là? Death Note. Eh, petit! Ah! C'est bien un Death Note que tu as dans la main. Et vous êtes qui? Oh, moi, je ne suis qu'un dieu de la mort. Et ce cahier m'appartient. Je m'attendais à ce que les dieux de la mort soient un petit peu plus effrayants. Oui, pardon, je suis stagiaire. Le vrai dieu de la mort est tombé malade, donc je le remplace. Mais comme j'ai fait tomber le cahier dans le monde des humains, eh bien maintenant, il est à toi. Oh! Et pour le bouquin, ça consiste en quoi? Oh, mais c'est très simple. C'est un Death Note. Il suffit d'écrire le nom de la personne à laquelle tu penses, et il meurra directement. Ça veut dire que j'ai un pouvoir incommensurable. Je sais ce que je vais faire. Je vais écrire mon nom. Comme ça, si jamais je le perds, quelqu'un pourra me le ramener directement. Mais il est con, quoi. Et si un simple carnet vous donnait le pouvoir de vie ou de mort sur n'importe qui? C'est la question que s'est posée Tsugumi Ohba, le mangaka fantôme derrière Death Note. Dans cette histoire, nous découvrons Light Yagami, un lycéen surdoué vivant dans un monde corrompu par la criminalité, où la justice semble impuissante face à la délinquance et la violence. Brillant mais désabusé, il observe avec amertume une société gangrénée par le mal et se demande si un changement radical est encore possible. C'est dans ce contexte que le Death Note entre dans sa vie. Un carnet en apparence banal laissé tomber intentionnellement par le dieu de la mort Ryuk, qui offre à son possesseur le pouvoir de tuer n'importe quel humain rien qu'en écrivant son nom. Pour Light, c'est plus qu'un outil. C'est une chance de réécrire les règles du monde. Mais son ascension sera rapidement mise à l'épreuve par un adversaire aussi brillant que lui. Elle, un mystérieux détective hors norme qui fera de leur affrontement un duel intellectuel sans merci. Nous suivons pendant 12 tomes ou 37 épisodes un justicier manipulateur obsédé par le pouvoir, utilisant le carnet pour tuer les criminels, persuadé qu'il crée un monde meilleur tout en cachant sa propre identité, mais perdant lui-même sa propre humanité en utilisant sans retenue ce pouvoir immoral tout au fil de ce thriller psychologique. Ce manga, bien différent des shonen que nous connaissons comme Dragon Ball, Naruto ou One Piece, a cependant eu un impact culturel assez important dans le monde. Avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus en librairie, l'anime avec ses 37 épisodes chefs-d'œuvre du studio Madhouse et 3 films live japonais assez fidèles du matériau d'origine. Ce manga est culte grâce à ce scénario tendu et prenant, ses personnages complexes et ambigus et cette ambiance sombre, presque philosophique. C'est à partir de 2007 que le succès du manga attire la convoitise des producteurs de cinéma américains. Les droits d'adaptation sont notamment acquis par Vertigo Entertainment, qui est spécialisé dans les remakes américains de films asiatiques souvent dans le registre horreur. On peut citer Le Cercle s'il faut en citer qu'un. Et en avril 2016, Warner Bros devait lancer la production mais quitta le projet et sera repris par Netflix. Ah, Netflix, c'est la première fois qu'on parle d'eux dans cette émission. Ah oui, parce que Netflix, c'est un petit peu du cinéma. Parce que... Non, mais bougez pas. Oui, on va parler du film de 2017. Mais attendez. Il y a Jeremy Slater dedans. C'est le scénariste qui a fait le scénario des 4 Fantastiques. Non, pas celui-là, le reboot de 2015. Non mais attendez. Il y a Adam Wingard. Le gars qui a réalisé Blair Witch. Non, pas celui-là non plus, le reboot de 2016. Non mais attendez, vous croyez que c'est facile pour moi? J'ai l'impression d'avoir commencé une partie de Monopoly avec que des hypothèques et que je suis déjà en prison. William Dafoe. Le méchant dans les Spider-Man. Ah, moi je vous avoue que c'était le seul argument qui m'a donné envie de regarder le film à l'époque. Il lui laisse sa chance. Résumé? Allez, résumé. Le film commence dans un lycée à Seattle. Alors évidemment, adaptation américaine oblige, nous ne sommes pas au Japon, nous sommes en Amérique. Je me doute bien que les purs fans hardcore de Death Note sont en train de se dire « Oh mon dieu, encore une adaptation à Dragon Ball Evolution, pitié, arrêtez !» Mais s'il vous plaît, rangez vos fourches, rangez vos croix, rangez vos torches, j'en appelle avant tout à votre tolérance et peut-être même à votre humanité. Laissons ce long métrage nous conter son récit.
Nous avons un défilement d'images qui se concentre sur deux personnages, un lycéen qui fait les devoirs de ses camarades moyennant finance, et une pop-up girl qui s'entraîne avec son équipe. Et leurs regards se croisent un bref instant avant que le logo du film arrive de façon extra-diégétique. Évidemment, je ne vais pas vous prendre pour des idiots non plus, je me doute bien que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo ont déjà entendu parler de Death Note, donc je vais être forcé dans ce résumé de faire un comparatif entre le matériau d'origine et l'adaptation Netflix. Une tempête se déclenche et un mystérieux carnet tombe du ciel à 1 mètre du jeune homme. Ce dernier le ramasse et voit écrit Death Note sur la couverture. Ou comme diraient les Espagnols, la cuaderno de la muerte. La mort en espagnol. À peine a-t-il le temps de comprendre ce qui se passe que la pluie s'invite et les lycéens sont obligés de se mettre à l'abri. C'est alors que la pop-up girl et le possesseur du cahier tombent sur Kenny le loupard en train de racketter un lycéen. Notre héros s'interpose pour sauver la personne en danger et affronter l'élève plus âgé. Tu vas faire quoi maintenant? Hein? Tu vas mettre une branlée à toi tout seul? Parce que du coup t'as plus de 18 ans, ce qui veut dire que si tu me défonces la gueule, ce qui a des chances d'arriver, ça sera coup et blessure sur mineur. Il a piqué l'idée à Michael Kyle. Vous savez que je peux vous clouer au sol. Oui, c'est juste. Et là, moi, j'appellerai les flics et ce serait la fin de votre sursis. Le jeune homme se prend un uppercut dans la gueule et finit étendu sur le sol, et est retrouvé par une prof qui découvre ses magouilles et l'envoie chez le proviseur qui le colle pour ses méfaits plutôt que de parler de son agression. La logique. On n'est même pas à 5 minutes de long métrage qu'on se rend compte qu'on est très loin du personnage qu'on connaît dans le manga. Dans le manga, Light Yagami est un lycéen japonais modèle, brillant, discipliné, respecté et doté d'un sens aigu de la justice. Il excelle dans ses études, affiche une grande maturité et semble presque ennuyé par la banalité du monde qui l'entoure. Son intelligence et son calme lui donnent une aura de supériorité et il considère déjà que la société est corrompue et inefficace. À l'inverse, Light Turner est un adolescent américain plus marginalisé, émotionnel et vulnérable. Il vit dans un environnement marqué par le deuil et l'injustice, ce qui le rend plus instable et impulsif. Moins brillant intellectuellement, il est davantage présenté comme un adolescent en quête de sens, frustré par son impuissance face aux abus qu'il observe. Là où Yagami incarne la froideur rationnelle et le potentiel d'un futur leader, Turner est un jeune homme brisé, réactif et déjà influencé par ses émotions. Et grâce à la caractérisation du personnage de Light Turner, nous comprenons que l'adaptation Netflix adopte les codes d'un teen movie. C'est dans cette salle de retenue et seul sans surveillance que Light décide d'ouvrir le Death Note et de lire le manuel d'utilisation. Quand soudain... La lumière s'éteint, les billes roulent sur le sol, et Light s'approche des étagères et voit surgir un monstre gigantesque. C'est pas crédible. Qui crie comme ça? Elle est trop loin, je peux passer. Le rose. Je me sens moins con dans ce cas. Je vous emmerde. C'est ainsi que Light découvre Ryuk, le dieu de la mort qui a fait tomber le cahier dans le monde des humains. L'adolescent n'en croit pas ses yeux et pense même qu'il est en train de rêver. Au même moment, Kenny est en train d'harceler une jeune fille à l'extérieur. Le démon répond à Light que s'il est en train de rêver, autant qu'il teste le cahier sur le loupard qui l'a frappé. Et c'est ainsi que l'humain lambda écrit le nom et la cause de la mort de sa victime. Et maintenant, admire. Stop, une minute, je sais que le film est interdit moins de 16 ans, mais ici vous êtes sur une chaîne tout public, donc pour éviter de me faire strike, les meurtres à la destination finale, on va plutôt mettre des chats. Oh, t'es mignon les chats, oh les beaux chats. De retour chez lui, Light dîne avec son père, James Turner, inspecteur de police qui lui annonce la nouvelle sur la mort de Kenny. Oh mon dieu, ils ont tué Kenny. Une tension s'installe. Light tente de dissimuler son implication, tandis que son père évoque l'impuissance du système judiciaire, rappelant la mort non résolue de sa femme. Ce moment intime, chargé d'émotions et de non-dits, révèle les failles du lien familial et les motivations profondes de Light. C'est le début d'un conflit moral où justice, vengeance et culpabilité s'entremêlent. Dans ces deux versions de Death Note, nous retrouvons donc un point commun entre le personnage de Light Turner et Light Yagami, le besoin de justice. Dans le film Netflix, Light Turner est profondément marqué par la mort de sa mère, tuée par un criminel resté impuni. Ce traumatisme devient le moteur émotionnel de ses actions, justifiant son utilisation du Death Note comme un acte de vengeance. A l'inverse, Light Yagami, dans le manga et l'anime, n'a pas perdu sa mère, mais son père est un haut responsable de la police. Ce contexte l'expose dès le départ aux failles du système judiciaire, nourrissant chez lui une vision froide et radicale de la justice. Là où Turner agit par douleur et frustration, Yagami agit par conviction et ambition. Ce contraste révèle deux approches du pouvoir, l'une émotionnelle, l'autre intellectuelle, mais toutes deux enracinées dans une relation complexe à la justice et à la famille.
S'étant cloîtré dans sa chambre, Light commence à apprendre les règles du cahier, que toutes les pages ont le pouvoir du Death Note, que tout le monde peut l'utiliser même s'il y a un seul propriétaire, et découvre un message griffonné dans le cahier. Méfie-toi de Ryuk. C'est pas ton klebs, c'est pas ton ami. Eh petit, ça se prononce Ryuk. C'est ainsi dans l'adaptation Netflix que nous apprenons le nom du dieu de la mort, Ryuk. Et pourtant une question va vous interpeller. Je comprends pas. Il y a écrit Ryuk dans le cahier. Il devrait mourir, non? Et pas comme dans le manga, un humain ne peut pas tuer un dieu de la mort. Sauf que là, ils ont oublié de l'expliquer. Ryuk se manifeste et apporte quelques précisions supplémentaires sur les règles du cahier. On peut influer sur la vie d'un humain que pendant les 2 jours qui précèdent sa mort. Ça, c'est une règle inédite à l'adaptation. Et chaque mort doit être physiquement réalisable. Ça, en revanche, c'était déjà précisé dans le manga. C'est ainsi que Light part dans la chambre de son père, fouiller dans ses affaires pour retrouver des vieux dossiers sur l'assassin présumé de sa mère, afin d'avoir son nom et son visage en tête pour pouvoir le tuer. C'est alors que le spectateur voit la mort en direct de... attendez, je vais mettre des images chatoyantes parce que là... Non mais attendez, quand vous regardez Destination Finale, en fait c'est un mec qui a un cahier de la mort et qui écrit des noms. C'est pas possible, ça se passe exactement pareil. Ah, merci beaucoup monsieur. L'imagination, je l'ai mangé. Le lendemain, son père lui annonce la nouvelle sur la mort du meurtrier de sa mère et transition, nous retrouvons Light en train de lire son Death Note devant tout le monde dans une salle de sport et c'est à ce moment que la pop-up girl vient l'accoster. T'es en deuil? Pour notre ami Kenny. Se présente. Moi c'est Mia. Voit le Death Note dans ses mains. Death Note. C'est quoi ça? Tu veux vraiment savoir? Et Light lui propose de lui montrer ses... Quoi? Mais c'est pas possible! T'as l'un des pouvoirs les plus puissants au monde, et y a une fille qui t'accoste en moins de 2 minutes et tu veux lui montrer ce que t'as? Mais t'es complètement con, ma parole! T'as jamais vu Power Ranger, tu peux pas cacher ton identité, bordel de merde! Ah, le plat de résistance. Merci beaucoup, monsieur. La discrétion, je l'ai mangé. Se retrouvant seul avec Mia dans le réfectoire, Light lui montre le Death Note et le pouvoir qu'il possède. Pour lui prouver ses dires, il décide de tuer un homme qui passe à la télévision en direct qui était le commanditaire d'une prise d'otage. La police Regarde. vient de nous confirmer l'identité des otages. J'espère que tu sais ce que tu fais. Mia est stupéfaite de voir que tout ce qu'a écrit Light dans le cahier s'est réalisé. Et cette dernière convainc le jeune homme d'utiliser ce nouveau pouvoir afin de créer un monde meilleur en tuant tous les criminels. Et comment une femme pousse un homme à faire tout ce qu'elle souhaite? Oh, you touch my tralala. Le sexe! Sens bien! Je le sens bien! Alors que Light et Mia s'abandonnent à leur désir, ils inscrivent ensemble le nom de plusieurs criminels dans le Death Note, orchestrant une série de morts spectaculaires. Ce rituel intime devient une démonstration de puissance quasi divine, comme si leur union renforçait leur emprise sur le monde. Pour brouiller les pistes, Light demande à certains criminels de signer leur acte au nom de Kira, un mot qui signifie à la fois lumière et tueur en japonais. Ce choix stratégique vise à semer la confusion et à orienter les enquêteurs vers une fausse piste au cas où si une enquête serait ouverte. Ce moment illustre parfaitement la fusion entre manipulation, justice personnelle et mise en scène propre à cette version du récit. L'adaptation de Netflix profite de ce moment pour raccorder un petit peu les wagons par rapport au manga. Dans le manga Death Note, tous les meurtres inexpliqués sont systématiquement des crises cardiaques, ce qui pousse la population japonaise à croire qu'une force divine est à l'œuvre. Ce phénomène surnaturel, ciblant uniquement les criminels, conduit les médias et le public à nommer cette entité mystérieuse Kira. En revanche, dans l'adaptation Netflix, Light Turner doit toujours spécifier la cause de chaque mort dans le Death Note. Accident de la route, électrocution, décapitation, rendant les décès plus spectaculaires et moins uniformes. Pour renforcer l'illusion d'une force supérieure, il demande aux victimes, juste avant leur mort, d'écrire ou de crier le nom Kira. Ce détail fait un clin d'œil au manga tout en instaurant une mise en scène théâtrale qui rappelle l'idée d'un jugement divin, orchestré par une entité que le monde ne peut comprendre. Cette mise en scène permet de faire d'une pierre deux coups dans cette adaptation Netflix. Elle permet à la fois de citer le nom de Kira qui est présent dans le manga, mais en prime de protéger nos 2 protagonistes dans cette histoire. C'est au Japon justement que nous nous retrouvons devant une scène macabre où 2 clans de Yakuza se sont entretués. Et au centre se relève un ninja qui s'appelle Kakashi Hatake. Je m'appelle Kakashi Hatake. Oh pardon, je me gourde le livre. On ne sait pas grand chose sur ce mec cosplayé en ninja, on apprend juste que c'est lui qui a donné le nom des Yakuza dans une base de données des autorités afin de localiser Kira, qui se trouve apparemment à Seattle. Pas de suspense, vous aurez donc compris que ce mystérieux personnage est elle, le fameux détective excentrique qui va foutre des bâtons dans les roues à Kira. Mais vous savez quelle a été la plus grande réaction à l'époque quand on a vu cet acteur-là? Ils ont pris un afro-américain pour faire elle. Pourquoi ils ont pris un acteur noir? C'est complètement idiot. Gna 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 gna. Oh là là, nom de Zeus, ils ont pris un acteur noir pour faire elle. C'est complètement scandaleux. Tous les personnages de Death Note sont japonais, alors bizarrement prendre des américains pour faire leur rôle, ça choque personne.
Encore une fois, c'est pas parce que l'acteur est noir qu'il va être mauvais. On a déjà eu cet exemple avec Daredevil, hein, regardez là-haut. À Seattle, justement, Light apprend que son père est en charge de l'enquête Kira, car ce dernier désapprouve ses méthodes et cherche à l'arrêter. Cependant, l'enquêteur se retrouve bien seul, car tous ses collègues ne partagent pas son opinion, le taux de criminalité ayant baissé de façon drastique à cause des agissements de Kira. C'est alors que Watari, le bras droit de Elle, se présente à James pour le mettre en communication avec le détective. Nous avons entre deux une scène rapide où Mia montre à Light un site internet où des gens mettent de potentielles personnes qui ont commis des actes répréhensibles afin d'en informer Kira. Cependant, Light refuse de prendre en compte ces informations, ne voulant pas tuer des personnes sur de simples rumeurs. Du côté de James, il rencontre enfin Elle en personne. Il lui donne les preuves comme quoi Kira est bien à Seattle car tous les meurtres ont été répertoriés dans la base de données de la police locale. Elle décide de tendre un piège à Kira en faisant une annonce à la télévision. Bon, voilà en gros comment ça se passe. Moi, je suis Elle, le gentil détective trop sympa qui résout des énigmes en bouffant des bonbons. Toi, Kira, tu n'es qu'un vilain pas beau qui tue des gens en se prenant pour un dieu. Tu crois que t'es discret, que personne te voit? Bon bah moi je te vois pas non plus, mais je sens ton aura de méchant. Tu tues des gens pouf comme ça sans qu'on sache comment, c'est louche, c'est suspect et pas très poli. Allez, les micros, les caméras et les camions d'Haribo sont braqués sur moi, alors vas-y, tue-moi si tu l'oses, tue-moi si tu en as le cran, vas-y, je t'attends. Et là, elle se dit que oh bah s'il a pas pu me tuer, c'est parce qu'il avait pas mon visage et puis il avait pas mon nom. Bon, je vous explique très brièvement, mais évidemment dans le manga, il y a bien cette interpellation médiatique. Dans le manga Death Note, elle tend un piège à Kira en diffusant à la télévision un message dans lequel un homme se présente comme Lind L. Taylor, prétendant être le célèbre détective. Cela permet à elle d'observer la réaction de Kira, qui tue Lind en direct, révélant ainsi qu'il a besoin du nom et du visage de ses victimes pour agir. Ce moment est crucial, car Lind L. Taylor devient la première personne tuée par Kira qui franchit son dernier rempart moral. En revanche, dans l'adaptation Netflix, elle apparaît lui-même à la télévision pour provoquer Kira sans utiliser de faux noms ni de doublure. Light Turner, fidèle à sa logique de justice, ne tue que des criminels tout au long du film, ce qui marque une différence fondamentale avec le manga. Son Kira ne franchit jamais la ligne morale de tuer un innocent, même sous pression. Et c'est ce détail qui manque dans cette scène. Elle ne peut pas deviner qu'il faut le nom et le visage d'une personne sans le premier meurtre. Oh, j'avais oublié celui-là. Merci beaucoup, monsieur. L'intelligence, je l'ai mangée. En revanche, Light va cuisiner son père le soir pour récupérer des informations sur elle. Je sais rien de lui à part qu'il a une sorte de collaborateur nommé Watari et qu'il adore manger des glaces. Qui te dit que c'est pas lui, Kira? Non, ça m'étonnerait. Et puis je pense qu'on le sent tout de suite quand on a un tueur comme Kira en face de soi. Ouais, ça c'est clair. Je m'appelle Robert Robichet, je suis gardien de la paix. Le film s'enchaîne avec Light qui découvre qu'il est suivi par un agent du FBI. Il suggère à Mia donc d'arrêter d'utiliser le Death Note quelque temps pour que l'enquête se tasse. Mia, quant à elle, suggère de tuer tous les agents chargés de l'enquête afin de montrer leur supériorité. La personne qui pense comme Light Yagami dans le manga, c'est Mia Sutton dans l'adaptation Netflix. Le couple se font la gueule et la jeune fille décide de rentrer chez elle. Le lendemain, les 12 agents du FBI chargés de l'enquête décident tous de sauter du haut d'un building et de finir en merveilleuse pizza malgalitaillée. Light pense que c'est Ryuk le responsable de ce carnage. Il part à sa rencontre et lui dit d'arrêter d'agir à sa guise, sinon il écrira son nom dans le carnet. Il y a 4 lettres dans mon nom. Personne n'a jamais pu en écrire plus de 2. Pardon? Alors attendez, là il y a 2 problèmes. Déjà premier, l'humain peut quand même tuer le dieu de la mort rien qu'en écrivant son nom. Et deuxième problème, comment ça se fait que t'es encore vivant alors si on a déjà écrit ton nom au début du film? On n'est même pas à la moitié que ce film enquille les bourdes. Ce n'est pas un film d'horreur, c'est un film horrible. Oh, il y en a encore. La clairvoyance, je l'ai mangé. Bon, restons concentrés. Light et Mia assistent devant la télévision à la déclaration de James qui informe à la presse qu'il arrêtera Kira pour le meurtre des agents du FBI. C'est alors que Mia décide de prendre le cahier pour tuer les policiers. Quoi? Quoi? Non mais t'es cinglé, c'est mon père, bordel! Ouais, et là, il vient de nous mettre au défi de le tuer. Mais c'est pas une raison. Et comme James n'est pas mort pendant cette déclaration, elle déduit que c'est Light le véritable Kira. Il décide donc d'aller à sa rencontre et... Mon dieu, c'est pas crédible, regardez. Je peux même vous faire le doublage. Salut, je suis Elle, le gentil, et je sais que c'est toi, Kira. Pourquoi ce serait moi Kira? Bah tu t'es pas réussi à tuer ton père tout à l'heure, donc c'est toi. Si je l'aurais tué, ce serait pas moi Kira, et pourquoi il t'a pas tué toi? Bah moi, il a pas mon visage puisque j'ai mon col roulé. Ça doit pas être facile pour manger. Oui, t'as raison, je vais l'enlever. Et tu vas être diabétique à force de manger des sucreries. Je ne suis pas diabétique! Alors mange plus sereinement, sinon tu vas mourir d'un coma diabétique et on va dire que c'est la faute de Kira encore.
Dans le manga, il y a un combat intellectuel et psychologique, alors que là, il y a tellement trop d'émotions que ça passe pas. Encore? C'est le dessert ou quoi? La perspicacité, je l'ai mangé. Light rentre chez lui et aperçoit Mia au pas de sa porte. Elle s'excuse pour avoir voulu tenter de tuer son père et avoue son amour pour lui, mais lui dit qu'ils ne seront jamais heureux si elle est en vie. Light a un plan pour récupérer le véritable nom de l'enquêteur. Il va noter le nom de Watari dans le cahier pour que ce dernier lui donne la véritable identité de elle. Il pourra aussi sauver Watari grâce à une règle inédite au film. Si la personne qui a écrit le nom d'une victime détruit la page avant que la mort soit survenue, alors la victime sera épargnée. Encore une nouvelle règle, mais celle-ci reste un petit peu cohérente finalement. Ryuk informe Light cependant qu'une seule personne peut être sauvée par cette règle. Fallait peut-être la nerfer un petit peu. Watari appelle donc Light sur son téléphone. Alors, au cas où si vous posez la question, c'est juste que Light a écrit son numéro de téléphone sur le cahier de notes, ce qui fait que Watari l'a appelé directement. Et l'informe qu'il ne connaît pas l'identité de elle, mais que cette information se trouve dans le registre de l'orphelinat où il a grandi. Light ordonne donc à Watari de partir à l'orphelinat pour trouver le nom de elle. Le lendemain, elle est contrariée de voir que son ami de longue date, qu'il considère comme son père, est parti sans prévenir. Étant paniqué, il s'incruste chez Light qui était en train de présenter Mia à son père. Alors qu'il demande à la jeune fille de partir, elle accuse Light d'être Kira. Il sort un mandat de perquisition pour fouiller la maison et, emporté par ses émotions, commence à menacer le lycéen. Ce qui est assez ironique quand on voit qu'il y a 30 minutes, il a accusé Kira d'être un enfant. Nous ne sommes pas si différents, vous et moi. Alors qu'à l'extérieur, la famille assiste à la perquisition de leur maison, Light s'inquiète sur l'avenir de son père et lui demande comment continuer sachant que tout le monde est contre lui. C'est aussi un rapprochement du côté de Light qui se sent bloqué par rapport aux dernières péripéties. C'est alors que son père lui donne un conseil philosophique sur la vie. Quoi qu'on fasse, on nage toujours en eau trouble. Rien n'est jamais blanc ou noir. Il y a aussi des Arabes, des Chinois et des films bourrés de nobles intentions qui échouent misérablement à raconter une histoire intéressante. C'est la vie. Mais non, Karim. Mais bon, fallait bien que je te casse dans une de mes vidéos, vu que t'es une de mes plus grandes inspirations. Non, le père de Light lui dit tout simplement à ce moment-là que dans la vie, il faut parfois choisir le moindre mal. Les 48 heures pour brûler la page où se trouve le nom de Watari sont bientôt écoulées. Light et Mia organisent leur alibi afin que personne ne les soupçonne du meurtre de elle en allant au bal du lycée. Light profite de s'éclipser pour appeler Watari s'il a trouvé la vraie identité du détective. Malheureusement, ces données étant devenues très compliquées à trouver, Watari manque de temps. C'est alors que Light décide de brûler la page de Watari pour le sauver. Non, putain, Mia, qu'est-ce que t'as foutu de sa page? Foutez le corps, Watari! Foutez le corps tout de suite! La page étant arrachée, Watari est condamné à mourir sous des coups de feu. Mais Light commence à comprendre ce qu'il se passe. Il retourne sur la piste de danse pour avoir une petite discussion avec Mia. Et c'est parti pour la grande révélation du film. En effet, c'est la Pom-Pom Girl qui a déchiré la page de Watari, et en plus de ça, c'est elle qui a tué tous les agents du FBI avec une page du Death Note qu'elle avait récupérée et cachée dans son bouquin d'algèbre. Ouah, le retournement de situation, le twist final. Mia est en fait celle qui tire les ficelles depuis le début. Mais attendez, c'est pas fini, on a le summum. Mia a noté le nom de Light dans le cahier. Le cœur de Light Turner cesse de battre à minuit. T'es une pute, et ta mère était une pute, et sa mère était une pute. Il doit donner le Death Note en main propre à Mia avant que son cœur ne cesse de battre à minuit. Ainsi, elle brûlera la page où son nom est écrit pour le sauver. Enfin, le film commence à prendre une tournure dramatique avec des enjeux. Le long métrage est en train de nous maintenir en suspense. Et puis derrière, on a ça. Elle vient de recevoir un coup de fil lui annonçant la mort de Watari. Furieux, il s'équipe d'un pistolet, pique une bagnole de flic et part à la recherche de Light pour le tuer. Oh là là, oh là là, oh là là. Goodbye my love, goodbye. Fini, c'est fini. Et là, vous en prenez pas à l'acteur, il joue très bien. C'est juste ces scénaristes qui lui ont demandé de jouer elle comme ça. Ils ont super bien respecté le matériau d'origine pour le personnage. La caractérisation des personnages, je l'ai vomi. Et alors là, attention messieurs dames, parce qu'on arrive au climax du film. Light découvre effectivement que son nom et les circonstances de sa mort sont bien écrits dans le bouquin. Il fonce sur le site que Mia lui avait montré et note plusieurs noms dans le cahier et demande à Mia de la rejoindre à la Grande Roue. Il se hâte de son côté pour rejoindre la lycéenne avant minuit, mais est pris en chasse par El Furax. Ce dernier arrive à le rattraper et le braque. C'est alors que Light lui informe comment fonctionnent les meurtres. On peut tuer qui on veut avec une connerie de livre d'algèbre. Non, je cherche pas à gagner du temps, je te jure que non. C'est alors qu'un cuisinier alerté par le bruit arrive. Je suis là pour arrêter et éliminer... Seigneur Kira. Et depuis, j'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Light rejoint Mia et la fait monter dans une nacelle. Il tire dans la machine pour rester bloqué avec elle afin de la convaincre d'abandonner le cahier. La jeune femme est cependant omnibulée par ce pouvoir destructeur. Light lui propose alors un ultimatum. Son amour ou le cahier. C'est alors que la jeune femme scelle leur destin.
T'as mis mon ange par rien. Soudain, la grande roue se dérègle violemment, la nacelle se brise, projetant Mia dans le vide. Elle chute et meurt sur le coup. Light, quant à lui, tombe dans l'eau en contrebas, survivant miraculeusement. Oui, miraculeusement, parce que la page où a été écrit son nom arrive comme par hasard dans un feu et brûle. Il a vraiment un coup de bol monstrueux, ce gamin. Mais ne niez pas que ce détail visuel anodin déclenche une réflexion sur le déroulement final. Pendant les 5 dernières minutes du film, Light nous explique comment il a tout orchestré. Tout était millimétré depuis le début. En allant sur le site de Mia, il a choisi un médecin coupable de viol sur ses patients pour qu'il soit présent devant la grande roue pour pouvoir le sauver. Ensuite, il le maintient dans le coma pendant 2 jours. Il a aussi noté le nom d'un facteur à la retraite coupable de pédophilie pour qu'il trouve le cahier et noter le nom de plusieurs criminels pendant 2 jours, et ensuite ramener le livre à Light à l'hôpital. Et pour Mia, il avait noté dans le cahier qu'elle devait arracher la page où se trouvait son nom pour qu'elle finisse consumée par le feu. Et pour finir, Light a donné l'info sur le bouquin d'algèbre à Eld afin que celui-ci le découvre pour que Mia soit accusée à sa place. Le film se finit sur James qui va rendre visite à son fils et comprend que c'est lui le véritable Kira à cause du premier meurtre qui était l'assassin de sa femme. Light répond à son père qu'il a fait comme il lui a dit de faire, de choisir le moindre mal. La déception et la tristesse s'installent avec un Ryu qui s'esclaffe. Mais ces meurtres sont vraiment fascinants. Vous savez, je me suis posé cette question après le visionnage du film. Est-ce que les gens qui n'ont jamais regardé de près ou de loin le manga ont apprécié ce long métrage? Parce que j'ai fait un sondage sur mon Discord et ma communauté a été catégorique. Personne n'a aimé ce film. Pas le premier. Parce que le seul point commun qu'il y a entre le manga et l'adaptation Netflix, c'est le Death Note lui-même. On a bien le Death Note, le cahier qui permet de tuer n'importe qui juste en écrivant le nom. Mais pour les personnages principaux comme Light et elle, ils sont complètement différents comparés au manga. Ce qui faisait la saveur dans cette histoire, c'était ce duel psychologique entre ces deux personnages, alors que là, c'est plus l'émotion qui les domine. Malgré ses défauts, le film reste globalement satisfaisant, avec une esthétique sombre et stylisée, avec ses scènes marquantes. Mais la réalisation d'Adam Wingard et le scénario de Jeremy Sattler nous fait tourner ce film à la teenager dans une direction à la destination finale. On est encore très loin de l'esprit d'origine du manga. On peut parler de la relation entre Light et Mia qui est au cœur du récit. Leur dynamique est plus proche d'un couple de films romantiques adolescents, avec jalousie, manipulation et passion, que d'un duo stratégique comme dans l'œuvre originale. Même si Misa, le personnage principal qui suit Light dans les mangas, sert plus de faire valoir. Elle est complètement amoureuse d'un Light calculateur et froid. Le manga explore des dilemmes philosophiques complexes sur la justice, le pouvoir et la moralité, là où le film réduit ses thèmes à des conflits émotionnels personnels, ce qui le rend plus accessible mais moins profond, une approche typique des teen movies. Petit défaut personnel aussi pour le personnage de Ryuk interprété par William Dafoe, j'adore cet acteur, il n'y avait pas mieux pour jouer ce personnage, mais malheureusement on ne le voit qu'une quinzaine de minutes dans ce film, et quand on le voit, c'est avec des effets spéciaux un petit peu discutables. Mais il y a une chose qui m'a permis de bien apprécier ce film, c'est le fait que le caractère d'un personnage soit totalement changé par rapport au manga. Mais il y a Sutton. Le fait qu'elle soit impulsif et émotionnel et qu'il agisse de manière irrationnelle, ça m'a fait chier. En revanche, que Light soit un peu plus humain dans sa démarche m'a interloqué. Mais si le personnage est écrit dans cette adaptation comme ça, c'est à cause de Mia, la vraie Kira du film. Dans le manga, Misa Amane est une jeune femme enjouée, naïve et profondément amoureuse de Light Yagami. Elle agit par dévotion, prête à tout pour lui, même à sacrifier sa propre vie. Son rôle est souvent passif, manipulé par Light qui exploite son amour pour servir ses propres ambitions. À l'inverse, Mia Sutton est une adolescente froide, calculatrice et ambitieuse. Elle n'est pas motivée par l'amour, mais par le pouvoir que lui confère le Death Note. Elle influence Light Turner, le pousse à tuer et finit par le trahir pour garder le carnet à elle seule. Là où Misa est une amoureuse tragique, Mia devient une antagoniste secondaire, dangereuse et indépendante. Cette transformation illustre bien le ton plus sombre et américanisé du film, qui préfère une dynamique du couple toxique à la romance désespérée du manga. On aurait pu faire un copier-coller de l'histoire, mais cette adaptation Netflix prend au dépourvu les millions de spectateurs qui connaissent l'intrigue et qui se retrouvent confrontés maintenant à un récit original. Maintenant, si vous êtes des fans du manga, je ne peux que vous conseiller de regarder l'adaptation japonaise, qui reste quand même assez proche du contenu initial. Comme d'habitude, je vous encourage à aller sur Netflix pour regarder le film et faire votre propre avis. J'ai décidé pour Halloween de choisir ce film d'horreur. Ne me sautez pas dessus dans les commentaires, c'est surtout pour rendre hommage à Emmanuel Carson qui fait la voix de Ryuk dans le dessin animé et dans cette adaptation Netflix, que vous avez aussi entendu dans The Walking Dead puisqu'il fait la voix de Daryl qui nous a quitté le 11 septembre 2025. N'oubliez pas, tout n'est pas blanc ou noir comme les mots écrits sur un cahier et je vous dis à la prochaine.
Ciao! À peine a-t-il le temps de comprendre ce qui se passe que la pluie s'invite et les lycéens sont obligés de se mettre à l'abri. C'est alors que la pop-up girl et le possesseur du cahier tombent sur Kelly le loupard en train de racketter un lycéen. Notre héros s'interpose. Le démon répond à l'aide que s'il rêve, autant qu'il teste le cahier sur le lobard qui... Le lobard. Oh les gros lobards. Oh le retournement de situation, le twist final, c'est en fait Mia qui tire les ficelles depuis le début. Merde. Le seul point commun qu'il y a entre le film et le long... Merde. Parce que j'ai fait un sondage sur mon Discord et ma communauté a été catégorique, personne n'a aimé ce film. Moi le premier. Je dois dire après. On le voit trop peu dans ce film et quand on le voit, c'est avec des effets spéciaux un petit peu discutables. Mais il y a une chose qui fait que j'ai apprécié de... Coupé.